n'a jamais rêvé d'avoir la paix? La paix intérieure, la paix dans son couple, et pourquoi pas accéder à la paix dans le monde? Finalement, la paix n'est-elle pas un état souverain du bien-être? Alors tous en vacances. Bon, on arrête de rêver? Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la discorde. Et oui, parce qu'on ne peut pas accéder à la paix sans la discorde. L'utopie serait justement d'oublier que l'opposition apporte la concorde et que c'est de la discorde que naît la plus belle harmonie. Si on y réfléchit bien, la discorde n'est-elle pas pleine de vie parce qu'elle se nourrit de l'ego de l'humanité? Elle est l'essence même de l'individualité et de son évolution. Alors la paix n'est-elle pas un principe utopique de la bienséance ? À environ 14 595 millions de kilomètres de chez nous, on peut dire qu'Eris est apparu du confin du cosmos à nos découvreurs de planètes Mike Brown et son équipe le 5 janvier 2005, un peu plus d'un an d'ailleurs après la découverte de Sedna. Eris est un objet transneptunien qui fait partie du disque épars qui s'étend au-delà de la ceinture de Kuiper. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le disque épars, il faut savoir que c'est une région du système solaire qui est située au-delà de la ceinture de Kuiper et avant le nuage de Oort. Donc, il commence après la ceinture de Kuiper, là où se trouve d'ailleurs Pluton, à environ 30-50 unités astronomiques du Soleil, et le disque va s'étendre jusqu'à environ 100 unités astronomiques. Cette zone abrite des objets transneptuniens comme Eris, qui sont extrêmement elliptiques et inclinés, souvent perturbés par l'influence gravitationnelle de Neptune. Contrairement aux objets de la ceinture de Kuiper, qui ont des orbites relativement circulaires, ceux du disque épars ont des trajectoires vraiment chaotiques, résultant des interactions gravitationnelles variées et dynamiques au sein du système solaire externe. Alors, revenons à Eris. Vous savez qu'elle a été reclassée comme une planète naine par l'Union astronomique internationale et le 6 septembre 2006, l'équipe de Caltech propose son nom après pas mal de tergiversations. Mike Brown, qui avait initialement hésité à lui donner un nom de la mythologie, a finalement opté pour Eris. Pourquoi ? Eh bien, en partie à cause de la controverse entourant sa classification et aussi parce qu'il avait une certaine affection pour cette déesse de la discorde. Alors, Eris a même une lune qui va être appelée Dysnomie, qui, dans la même veine, symbolise l'anarchie et le désordre civil. On est dans la même thématique là. Pour vous donner une idée de sa taille, Eris a un diamètre de 2326 km. Elle est donc légèrement plus petite que Pluton, mais c'est l'un des objets les plus massifs que nous connaissons dans notre système solaire, après bien sûr les 8 planètes principales. Vous pouvez imaginer qu'Eris est environ 5,5 fois plus petite en diamètre que la Terre, ce qui fait à peu près 2/3 du diamètre de la Lune. En termes de masse, elle est environ 360 fois moins massive que notre planète. Parlons un petit peu de l'orbite d'Eris maintenant. Elle suit une orbite vraiment excentrique et inclinée puisqu'elle fait partie des objets qui sont situés dans le disque épars avec une inclinaison orbitale de 44 degrés par rapport à l'écliptique, ce qui est énorme. Pour mettre ça en perspective, l'inclinaison de l'orbite de la Terre n'est que de 23,5 degrés. C'est presque le double. Alors, le point le plus proche du Soleil dans son orbite, qu'on appelle aussi le périhélie, se trouve à environ 38 unités astronomiques. Donc, pour vous donner une idée, une unité astronomique, c'est à peu près la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. À l'autre extrémité de son orbite, nous avons son aphélie et Eris est à environ 97,5 unités astronomiques du Soleil, donc ce qui fait vraiment loin.
Et sa période orbitale alors, elle est d'environ 558 ans terrestres pour faire une révolution complète autour du Soleil. C'est assez long, mais c'est toujours moins long que les 11 400 ans de Sedna. Mais un jour sur Eris, ce qu'on appelle un jour érésien, dure à peu près 25,9 heures, donc une journée là-bas est assez similaire à la nôtre. Sa surface est extrêmement froide avec des températures qui peuvent varier entre moins 217 degrés et moins 243 degrés Celsius selon sa position orbitale bien sûr. Elle est recouverte de glace de méthane, ce qui lui donne une apparence très brillante et réfléchissante. On la suppose composée essentiellement de roches silicatées, similaires à ce type d'objet. Mais étant donné son éloignement, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations sur la composition exacte, donc ni sur sa structure interne. Donc on fait des suppositions sur lesquelles il semblerait qu'Eris possède une très faible atmosphère, apparentée davantage à une exosphère, principalement composé d'azote. Il est possible qu'il y ait du monoxyde de carbone, bien que les proportions exactes ne soient pas confirmées. Donc la surface d'Eris est similaire à celle de Pluton, avec des traces potentielles d'autres gaz résultant de la photolyse du méthane. On suppose aussi qu'en s'approchant de son périhélie, une atmosphère temporaire pourrait se créer en raison de la sublimation des glaces. Toujours est-il qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur Eris et sur la zone où elle est située. En tous les cas, elle ouvre notre champ de vision sur des possibilités, non seulement de compréhension, mais aussi sur d'autres énergies que les générations futures arriveront à percevoir et intégrer dans leur histoire humaine. Nous sommes en 1599 à Görlitz, en Allemagne. Jacob Bohm épouse la fille d'un boucher et loue une petite boutique en dehors des remparts de la ville. Père de 4 enfants, il se consacre à la métaphysique et à la théosophie. Sa doctrine principale, le béménisme, prône une alimentation végétale et explore les profondeurs de la spiritualité humaine. Protestant, il passe sa jeunesse à voyager en tant que compagnon itinérant, période durant laquelle il vit plusieurs illuminations qui continueront à ponctuer sa vie. Bohm partage ses expériences mystiques à travers des écrits sur la théosophie et la métaphysique, ainsi que de nombreux dessins. Ce qui le préoccupe particulièrement, c'est la notion et l'origine du mal qui influencent profondément ses recherches. Parmi ses œuvres, il y a le célèbre dessin intitulé « La philosophie du globe ». Ce dessin illustre probablement ses idées sur la dualité et l'unité des opposés, un thème central dans ses écrits. Pour Bohm, le mal n'est pas en Dieu, mais dans la nature qui le révèle et sans laquelle il resterait à jamais inconnaissable. Cependant, la naissance de la lumière dans le cycle de la nature originelle montre comment ce mal y a été vaincu et le sera à nouveau. Mais alors pourquoi ai-je choisi de vous parler de cet homme d'un autre temps finalement pour le symbolisme du glyphe d'Eris ? Eh bien parce que j'ai trouvé très intéressant le rapprochement qu'a fait Kéron Legris, qui est psychologue jungien, entre le dessin et le glyphe d'Eris, qui est assez pertinent selon moi, car si vous superposez le graphe sur le dessin, eh bien ils se juxtaposent parfaitement l'un sur l'autre. La symbolique du dessin de Bohm est une tentative pour représenter la nature irréconciliable des opposés. Et ça tombe bien, car Carl Jung en a fait une interprétation assez intéressante. Selon lui, ce type de représentation, souvent appelé mandala, incarne la tension entre les forces opposées du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité. Alors Jung observe que la périphérie du dessin de Bohm contient un hémisphère lumineux et un hémisphère sombre qui se tournent le dos. Il représente des opposés non unis qui devraient être liés par le cœur qui les sépare. Le Saint-Esprit de lumière s'oppose donc au père obscur, une polarité traversée par les pères opposés qui sont notés sur le dessin comme étant Son et homme terrestre.
Pour Jung, cette image exprime parfaitement le conflit moral insoluble qui sous-tend la vision chrétienne de l'humanité. Le dessin dépeint la tension des opposés, générant tout le drame de l'existence. Cette dualité profonde et cette discorde peuvent être vues comme l'archétype primaire, une impulsion qui sous-tend le processus de vie et qui suscite, ma foi, l'aspiration vers la réalisation de l'unité et une résolution plus élevée des opposés. Et effectivement, les cercles dos à dos ne peuvent pas se compléter. Et le fait qu'ils se touchent évoque une certaine friction entre deux principes créateurs incarnés par les demi-cercles, qui ne peuvent jamais se réunir et se rejoindre. Bon, si vous plongez dans la profondeur de ce logo, qu'est-ce que vous voyez? Des possibilités et une ouverture. La discorde divise ici le cercle en y opposant le principe de division, symbolisé par la barre verticale, ce qui insuffle aussi la faculté d'ouvrir le cercle sur deux nouveaux principes créateurs et une infinité de futures possibilités. En les enchaînant, le cercle est recréé et ainsi le principe est toujours renouvelé et démultiplié. Alors, la discorde n'est-elle pas un principe élémentaire de vie pour qu'elle puisse se renouveler à l'infini ? Eris est surtout connu pour le célèbre mythe de la pomme de discorde. Mais aujourd'hui, je vous propose d'explorer une autre histoire. Nous allons voir ensemble si cette nouvelle perspective rejoint bien le même principe archétypal d'Eris. Elle fait partie du panthéon grec et incarne la personnification de la discorde et de ses nombreuses manifestations. Donc elle appartient à une génération de divinités qui est engendrée par Nyx, qui est elle une déesse primordiale née du chaos primordial, symbolisant la nuit profonde et mystique. On dit qu'Eris serait née sans père et qu'elle-même donne naissance à de nombreux enfants sans géniteur, suivant ainsi la tradition de sa mère. Elle est à l'origine de plusieurs autres divinités, souvent liées à des thématiques très sombres comme la faim, le labeur, la douleur, les batailles, les combats, les meurtres, les massacres, les querelles, les mensonges, les disputes et les controverses. Je pense que j'ai cité tous ces enfants. Bien sûr, Eris n'a pas de culte dédié étant donné qu'elle répand la discorde, la rivalité et la haine sur Terre. Cependant, elle fait partie intégrante des récits mythologiques et des leçons morales de l'époque, parce que les mythes autour d'Eris servaient souvent à illustrer les dangers de la discorde et de la rivalité non contrôlée. Donc les Grecs reconnaissaient l'existence de ces forces dans la société et les utilisaient comme des exemples pour enseigner des valeurs fortes et des comportements sociaux. Bon, c'est le but de tous les mythes, les légendes, les contes sont là pour ça. D'ailleurs, elle n'est pas vue uniquement sous un jour négatif. Hésiode, dans son poème Les Travaux et les Jours, parle de deux formes de rivalité, et ça c'est extrêmement intéressant. L'une, la mauvaise, est cruelle et détestée, mais l'autre naît aussi de Nyx, et elle est bénéfique car elle pousse les hommes à travailler plus dur et à se surpasser. Donc cette double nature montre que même la discorde peut avoir des aspects constructifs en poussant les gens à l'amélioration dans leur vie. Mais on va voir ça dans la partie psychologie, ça sera beaucoup plus adapté. Donc comme je vous disais au départ, Eris apparaît dans le célèbre mythe de la pomme de discorde que j'ai longuement évoqué d'ailleurs dans ma vidéo sur Vénus où elle joue un rôle important. Eris est en effet le déclencheur de la guerre de Troie. Elle n'a pas supporté d'être exclue du mariage de Pelée et Thétis alors que toutes les divinités olympiennes y étaient conviées. Donc enragée par cette exclusion, elle jette une pomme d'or gravée des mots à la plus belle, au milieu des invités, et cette
pomme déclenche une querelle entre les déesses Héra, Athéna et Aphrodite qui va mener au fameux jugement de Paris et finalement à la guerre de Troie. Donc on voit bien qu'Éris n'a jamais le premier rôle, elle agit plutôt comme un déclencheur dans les histoires mythologiques et on va prendre comme autre exemple celui du mythe de Polytechnos et Aïdon où Éris intervient de manière assez subtile mais déterminante et ça va influencer le cours des événements sans jamais être au centre de l'intrigue. Polytechnos était un charpentier talentueux, marié à Aïdène, la fille de Pandaréus d'Éphèse. Ensemble, ils avaient un fils nommé Itis et menaient une vie heureuse. Malheureusement, leur bonheur les amena à se vanter d'être plus heureux que Zeus et Héra. Ça, c'était une grave erreur, puisqu'en réponse à cette arrogance, le couple divin envoya Éris pour semer des conflits dans leur foyer. Donc Éris exacerba les tensions entre eux et ils décidèrent de faire un pari. Celui qui terminerait son ouvrage en premier devrait offrir à l'autre un esclave. Donc Polytechnos devait fabriquer une planche pour un char, tandis qu'Aïdon devait tisser une tapisserie. Avec l'aide d'Héra, Aïdon termina la première et remporta le pari. Mais Polytechnos reste très amer de sa défaite, donc il décide de se rendre chez Pandaréus, le père d'Aïdon, et mentit en disant qu'Aïdon l'avait envoyé chercher sa sœur Kélidon. Donc Pandaréus, ne se doutant de rien, laisse Polytechnos emmener Kélidon et Polytechnos viola Kélidon, lui coupa les cheveux courts, la força à porter des tapis et la terrorisa pour qu'elle se taise, et il va la ramener ensuite chez lui et la donner à Aïdon comme une esclave. Pendant un certain temps, tout se passe comme prévu pour Polytechnos, mais un jour, Aïdon entendit Kélidon se lamenter sur ses malheurs et reconnut sa sœur. En apprenant la vérité, c'est sûr qu'Aïdon va vouloir se venger, donc elle va tuer son fils Itis et le servir à Polytechnos. Après cela, elle s'enfuit avec Kélidon pour rejoindre leur père et lui raconter tout ce qui s'est passé. Donc Polytechnos les poursuit, mais les esclaves de Pandaréus le capturèrent. Ils vont le ligoter, l'enduire de miel et le jeter dans une bergerie où les mouches vont l'affubler. Et par pitié et en souvenir de leur ancien amour, Aïdon finit par éloigner les mouches de lui, mais ça va pas du tout plaire aux parents ni à son frère qui, furieux contre elle, vont tenter de la tuer quand même. Donc Zeus intervient en tant que grand sauveur et va transformer toutes les personnes impliquées en oiseaux. Vous voyez comme Éris joue ici un rôle indispensable dans cette histoire comme dans les autres, sans pourtant en être le personnage principal. Donc elle incarne la source du conflit et des malheurs qui vont affliger l'humanité, et sans elle, il n'y aurait pas d'histoire. Sans elle, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Les deux mythes, Éris joue le rôle de déclencheur de conflits. Elle met en lumière des tensions qui sont déjà existantes et force les protagonistes à se confronter à des problématiques personnelles. Si on compare les deux histoires, dans le mythe de la pomme de discorde, elle lance un défi marqué par l'inscription sur la pomme à la plus belle. Et dans l'histoire de Polytechnos et Aïdon, elle lance un pari. Puis elle va disparaître et tout va se dérouler naturellement. Éris n'a fait qu'appuyer sur le bouton pour que la bombe explose. C'est vraiment le rôle qu'elle incarne, elle représente l'activateur de l'Hybris. Mais regardons pourquoi Éris intervient dans chaque histoire. Dans le mythe de la pomme de discorde, elle se sent ignorée et blessée parce qu'elle n'a pas été invitée. Elle voit cela comme une injustice. Pourquoi tout le monde est invité sauf elle, alors qu'elle fait aussi partie des divinités olympiennes comme toutes les autres. Dans l'autre mythe, elle intervient sur instruction divine pour réparer une autre injustice, celle d'un couple qui pense que tout est acquis et immuable, se vantant même d'être plus heureux que les dieux. Ce couple symbolise notre tendance humaine à nous croire invulnérables et à ignorer que rien ne dure toujours.
Donc, chaque personnage est confronté à son propre désir d'estime de soi et de reconnaissance sociale. Et il doit répondre aux conséquences de ses actions. D'ailleurs, pour Adam Smith, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, il y a 2 types de vanité. L'amour de la vraie gloire et l'amour de la vertu. L'homme ne cherche pas seulement l'éloge, mais aussi à être digne de cet éloge. Sans ce désir, il n'aurait pas la volonté d'être sociable, ni vertueux d'ailleurs, et c'est ce désir qui motive l'intervention d'Eris dans les 2 mythes. On peut donc dire que le combat pour atteindre ses fins devient essentiel, peu importe les moyens employés pour assouvir ce désir de reconnaissance de soi, il déclenche la subsistance primaire de l'individualité face à la société. Eris n'a qu'à allumer la mèche pour que les protagonistes laissent s'exprimer leurs instincts primaires plutôt que leur intelligence de vie. Et dans le mythe de la pomme de discorde, cela mène à la guerre de Troie, et dans celui de Polytechnos et Haydon, à une situation où sa famille ne la reconnaît même plus et va vouloir la tuer. Mais qu'est-ce que ces histoires vous inspirent ? On peut se demander pourquoi tous rentrent dans ce jeu qui, vu de l'extérieur, semble assez perfide. Mais finalement non, puisqu'en fait, on ne s'en aperçoit même pas. On est pris dans la situation, on va réagir d'une manière instinctive, inconsciente, dans un mode de réaction tac au tac, et qui peut engendrer un comportement assez primaire, voire barbare, mais qui nous pousse à opérer une évolution de notre conscience. Selon Michael Washburn, philosophe et psychologue transpersonnel, les bas instincts, souvent considérés comme négatifs ou à transcender, sont en réalité des composantes essentielles de notre être. Et ça, j'aime bien parce que c'est une réalité. Et il ne faut pas nier la réalité. Leur réintégration permet une transformation profonde et une plus grande intégrité psycho-spirituelle. Et ce qui rejoint aussi l'interprétation de Jung sur le dessin de Jacob Boehme, qui montre bien l'importance d'être confronté à notre ombre, aux parties les plus sombres de notre psyché, pour réconcilier les opposés et réhabiliter toutes les parties de nous-mêmes. Autrement dit, il est important de reconnaître que nous sommes tous liés à un principe individuel de destruction. Il n'y a pas de c'est bien ou ce n'est pas bien, parce que l'ignorer serait nier une part de nous-mêmes. Reconnaître que cette autodestruction fait aussi partie de nous, ça nous permet d'accéder à l'évolution. Par exemple, pensez à des moments où vous avez ressenti de la colère. Plutôt que de la réprimer, imaginez que vous utilisez cette émotion pour comprendre ce qui la déclenche. C'est un processus qui peut vous permettre d'évaluer vos besoins, d'accepter aussi vos limites et finalement de peut-être la transformer en une énergie positive. Parce que si on y réfléchit bien, la colère, c'est un moteur. Et un moteur en plus très actif. Parce que quand elle est acceptée et conscientisée, elle amène à des actions constructives. Mais ce principe de transformation personnelle peut également s'appliquer à une échelle collective. Il y a une sorte de guerrière en chacun de nous qui lutte pour les droits de survie dans une société plutôt patriarcale. On défie les principes que l'on pense être justes, même si cela occasionne une certaine violence parfois, je pense aux manifestations, aux revendications, ce qui fait qu'elles représentent aussi l'idéalisme fondamental envers le changement nécessaire et la focalisation activiste. Elle symbolise la guerrière féminine qui peut avoir recours à la violence quand il s'agit de défendre ses principes ou sa propre condition, ou pour la défense d'une cause, la défense des opprimés, la lutte pour la justice au-delà de ses propres intérêts. C'est un processus aussi naturel qui fait appel à la pulsion de vie, se défendre pour ne pas mourir au sein de cette société. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette partie que je vous ai présentée dans le cadre de la proposition d'interprétation faite
par Kéron le Gris, que je trouve ma foi très intéressante. Cela dit, j'aime pas bien genrer un archétype qu'on ne connaît pas bien, vu que la découverte est très récente. Je vais me limiter à dire que cet archétype va avoir à cœur de se battre pour des grands principes visant à dénoncer l'injustice, réhabiliter les opprimés et réformer les droits sociaux si nécessaire. Elle incarne donc la lutte pour des idéaux majeurs. Alors finalement, le conflit est un mal nécessaire à l'affirmation de soi et des principes auxquels on croit. La passivité et le manque d'affirmation de ses idées ou de ses croyances ne permettent pas de se dépasser, et c'est précisément ce qu'Eris est venue nous enseigner par des conflits transgénérationnels, puisqu'elle met quand même 558 ans à faire le tour autour du Soleil, mais aussi à un niveau individuel avec l'intégration de toutes les parties de soi par le conflit. Elle nous pousse ainsi à évoluer. En tant qu'archétype astrologique, Eris nous pousse vraiment à affronter nos conflits internes et externes pour atteindre une plus grande intégrité psycho-spirituelle. Donc, nous avons vu qu'Eris s'attache à transformer les individus à travers des situations de discorde. Elle demande également de faire évoluer la société par des combats qui semblent essentiels contre les injustices et les oppressions, afin de réintégrer des valeurs plus sociales et plus cohérentes. Alors, je n'en ai pas encore parlé jusqu'ici, mais Eris est aussi là pour nous mobiliser dans le combat pour l'écologie. Tout comme Sedna nous sensibilise à cette cause, mais de manière un peu différente, parce que Sedna, elle le fait par la prise de conscience. Eris, elle, va le faire par le combat et des révolutions qui vont être nécessaires pour faire évoluer la situation. Donc, dans un point de vue plus personnel, elle symbolise les conflits intérieurs et extérieurs, car elle nous pousse par des situations de tension à une transformation et à la croissance, avec une certaine obligation pour chacun d'entre nous de réaliser et d'accepter ce qu'on appelle nos bas instincts. Et cette conscientisation permettra d'ailleurs de les faire évoluer. Alors, dans notre thème personnel maintenant, Eris va nous confronter à nos vérités cachées et bien sûr à nos blessures d'ego, parce qu'elle a souvent pour rôle de révéler les injustices ou des déséquilibres dans nos vies. Il faut la prendre comme une force qui va nous obliger à reconnaître et à combattre ce qui n'est plus juste, même si ça provoque des perturbations, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ce conflit, puisque son rôle est de nous élever vers des principes plus justes et plus honnêtes envers nous-mêmes. Ce qui me fait penser d'ailleurs à vous parler de Henry Seltzer, qui est un astrologue américain, qui suggère que tout comme Pluton est souvent considéré comme une octave supérieure de Mars, et bien Eris serait l'octave encore plus élevée, non seulement de Mars, mais aussi de Pluton. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elle joue son rôle de déclencheur de conflits pour opérer une transformation intérieure et même psychique inconsciente. Donc elle a un rôle d'action non seulement concrète et de colère comme Mars, et une action de transformation profonde comme Pluton. Mais Eris ne se limite pas à ce rôle individuel. Elle s'inscrit aussi dans des mouvements à plus grande échelle. On va observer des actions de masse, des mobilisations autour de grandes causes qui concernent des droits et des injustices. Prenons par exemple Mars en carré à Eris qui se trouve en maison 6. Vous aurez donc cette énergie pour mener des combats et des actions concrètes dans votre quotidien. Bon, ça peut porter au niveau du travail, donc ça peut être lié à des injustices ou des inégalités entre collègues, des inégalités sociales qui vont vous révolter. Et cette position va vous pousser à vous affirmer dans votre environnement professionnel. Donc,
Faites bien attention à bien gérer cette colère pour que vos actions restent constructives et visent à obtenir évidemment réparation. Mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'on a une action individuelle qui va permettre de faire évoluer le collectif. On voit bien qu'Eris nous incite à l'affirmation de soi, comprenant la défense de nos idées et de nos droits. Elle nous encourage à reconnaître nos propres besoins et désirs et surtout à ne pas fuir les confrontations qui sont obligatoires, souvent pour débloquer des situations afin d'en faire des opportunités de développement personnel, des opportunités de croissance. Et ça tombe bien parce que Eris est en Bélier et pour information, elle y est rentrée dans ce signe aux alentours de 1926. Alors, comme Eris est une découverte très récente, puisqu'elle date que de 2005, on a finalement peu de connaissances sur ses effets dans les signes qui doivent encore s'affiner pour vraiment évaluer ses actions. Donc, on va plutôt regarder sa position en maison dans le thème individuel, où se trouve Eris, va indiquer le domaine de la vie où l'archétype va prendre corps et apporter son lot de conflits et de défis. Donc c'est finalement important d'apporter une attention toute particulière à cette maison où elle se trouve et aux aspects entre vos planètes personnelles et Eris, car elle peut vous indiquer votre manière inconsciente de réagir et d'utiliser vos instincts. Henri Selzer explique que l'emplacement d'Eris dans une maison astrologique permet pour lui d'évaluer les questions liées au but de l'âme et aux défis karmiques. Donc les domaines de cette maison deviennent particulièrement importants, voire pour certains devenir obsessionnels à mesure que la personne en prend conscience et que les résultats et les apprentissages deviennent plus clairs et bénéfiques avec le temps. Donc il y a ce côté aussi réalisation. Alors pour prendre exemple, dans la perspective de Selzer, on imagine que vous ayez Eris en maison 12, vous pourriez être confronté à vivre dans votre propre monde intérieur, en marge du quotidien et ou dans une certaine solitude par rapport aux autres, et ceci afin de vous engager dans une introspection pour résoudre des conflits inconscients. Alors, c'est pas que ça, parce qu'il peut s'agir aussi, il explique d'une mission que vous vous êtes fixée, qui vous appartient et qui va vous permettre de réconcilier les dimensions spirituelles avec le plan terrestre. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on a ce côté réconciliation avec deux plans différents, exactement comme on avait la réconciliation de la part d'ombre à la part de lumière. Je vous fais un petit point sur sa position actuelle parce que Eris est en Bélier, donc elle va mettre l'accent sur des actions sociales concrètes et des défis d'indépendance autour de questions liées évidemment à l'identité individuelle et à la reconnaissance sociale. Elle encourage donc le démarrage de projets collectifs plutôt ambitieux pour réformer ces sujets. Il y a une réelle volonté d'être vu, mais surtout d'être reconnu par les autres, ce qui va intensifier les rivalités et les conflits autour de cette quête de validation personnelle et atteindre finalement une plus grande authenticité. Alors Eris est en effet une reine de la discorde, issue du chaos, mais c'est bel et bien une puissante force créatrice qui nous pousse à évoluer pour devenir des êtres plus conscients sur notre propre individualité dans la société et comprendre que du chaos, nous pouvons sortir plus forts et accéder à la paix intérieure.